Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. En prélude aux élections générales à venir, une nouvelle structure vient d'être créée au Niger par le cadre d'action pour la démocratie et les droits humains. C'est le dispositif de la société civile nigérienne pour l'observation des élections et la défense de la démocratie. Il a tenu la déclaration de sa création cet après-midi. Elle est lue par Eli Boussouma. Le 3 décembre 2020, s'ouvrait officiellement la campagne électorale pour les élections générales 2020-2021 au Niger. Ces élections revêtent un caractère particulier et constituent une étape charnière dans l'ancrage et la consolidation de la démocratie nigérienne. Nous sommes donc aujourd'hui les témoins privilégiés d'un tournant jusque-là manqué de notre gouvernance politique. En effet, le président de la République, Mahamadou Issoufou, va passer le témoin après 2 mandats constitutionnels à celui que le peuple aura choisi à l'issue d'élections libres et transparentes. Une première au Niger est certainement un exemple à saluer. Cet héritage consacrera le renforcement de la démocratie nigérienne, l'état de droit et la stabilité sociopolitique et économique du Niger. Il impose donc des défis et une rigueur permanente dans la conduite du destin national. Mais force est de constater que certains acteurs politiques, faute de s'inscrire dans la légalité, tentent de torpiller ce processus, alimentent des tensions et prennent le risque et la responsabilité de pousser le pays et son peuple vers des horizons incertains, à travers des propos qui sont porteurs de germes de déstabilisation de l'ordre démocratique, de la culture sociale et de l'unité nationale. Face à cette dérive inquiétante, la fibre patriotique nous impose d'adopter une posture de veille et de suivi du processus électoral, contribuant ainsi à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Pour ce faire, le cadre d'action pour la démocratie et les droits humains, cadre, crée le dispositif de la société civile pour l'observation des élections et la défense de la démocratie. DISSOD informe l'opinion nationale et internationale de sa volonté de mettre en place un mécanisme objectif de monitoring du processus électoral. Félicite et encourage les candidats retenus aux élections locales, législatives et présidentielles et les invite à inscrire leurs actes et intentions dans la légalité et le respect des principes démocratiques. Appelle les acteurs de la société civile partageant les mêmes préoccupations et engagés à accompagner ce processus électoral historique à rejoindre le DISSOD, renforçant ainsi cette dynamique citoyenne et patriotique. Je rappelle que les acquis démocratiques et le processus électoral en cours au Niger sont irréversibles et invite par conséquent l'ensemble de la classe politique nigérienne à inscrire ses activités dans le cadre de la stricte légalité et préserver ainsi le Niger et son peuple d'une crise dont on a nullement besoin. Seule la vérité des urnes compte, la classe politique dans son ensemble doit s'y engager et que le meilleur gagne. À travers le DISSOD, le cadre s'engage fermement à dénoncer toute pratique politique qui ne cadre pas avec la légalité, le maintien de la culture sociale et de l'unité nationale. Appelle le peuple nigérien à apporter son soutien au cadre dans cette entreprise salvatrice. 5 formations politiques ont décidé de placer leur confiance au candidat du MPR Jamhouria Albade Abouba pour les présidentielles de 2020-2021. Le protocole d'accord portant sur ce soutien a été signé hier après-midi au siège du MPR Jamhouria en présence de nos reporters Adam Ousmana et Halidou Bourema. Plus le pays avance à grands pas vers les échéances électorales 2020-2021, plus le mouvement patriotique et républicain MPR Jamhouria, à travers son leader Albade Abouba, s'affirme sur l'échiquier politique national comme incontournable. Le candidat du MPR au présidentiel ne fait que gagner le cœur des leaders de formations politiques de la place, comme en attestent les alliances qui ne cessent de se nouer autour de sa candidature pour une victoire éclatante. Ce sera la 3e séance de signature de protocole d'accord avec un certain nombre de partis politiques qui nous font l'honneur de nous soutenir à l'occasion de ce premier tour des présidentielles, d'une part, et également de manifester leur solidarité avec le MPR Jamhouria pour les autres scrutins sur l'ensemble du territoire national. Nous ne le dirons jamais assez. C'est vraiment un grand honneur, une marque de confiance et certainement l'ensemble des militantes et militants du MPR Jamhouria vous le reconnaîtront pour l'éternité. Au directeur de campagne du candidat Albade Abouba de rappeler à l'assistance la déclaration des alliés justifiant leur choix sur le leader du MPR Jamhouria. Vu le contexte politique actuel,
en prélude aux élections générales 2020-2021, vu les qualités intrinsèques d'homme d'État de son Excellence Alhaji Albadé Abouba, un rassembleur soucieux de la prospérité, de la sécurité, de la paix et du bien-être de la nation nigérienne. Nous, leaders des partis politiques ci-après désignés, déclarant solennellement apporter notre soutien total et indéfectible à la candidature de son Excellence Alhaji Albadé Abouba, président du mouvement patriotique pour la République Impère Jamhouria, aux élections présidentielles 2020-2021 dès le premier tour. Ces nouveaux alliés, au nombre de 5, sont l'Alliance des jeunes pour la démocratie Sadarwa, la Convention pour la paix et la solidarité Kuzari, le PNT Al-Barka, le Mouvement pour la justice, la démocratie et le développement Inti et la Convergence des patriotes pour le changement Karama, ne cachent pas leur joie d'appartenir à l'Alliance Albadé Abouba 2020-2021. Moi, je viens de la MRN, et plus précisément de la coalition Bazoum. Mais aujourd'hui, il se passe que nous sommes à la veille de nouvelles élections générales, pour lesquelles justement le président du MPR est candidat. Ses qualités humaines, ses qualités du respect pour les autres, ses qualités de droiture, de franchise, ont fait que j'ai décidé d'engager mon parti à ses côtés. Notre engagement à accompagner donc, le président du MPR Jamhouria a été motivé d'abord par le souci de l'alternance. La situation ou le contexte politique actuel nécessite qu'on ait un leader autour duquel les gens vont fédérer leurs forces. Et nous avons trouvé ce leader-là, la personne donc, du président du MPR. La deuxième raison, donc, qui est une raison personnelle, parce qu'au moment où nous voulions créer le parti, nous avons eu quelques soucis de reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur. On nous a suggéré de nous approcher du président Albadé, ce que nous avons fait, et son appui a permis de débloquer la situation et de nous fournir notre avis. Force est de reconnaître qu'au-delà de son charisme, Albadé Abouba a su également mettre en place une direction de campagne digne de ce nom, toute chose qui lui vaut cette marque de confiance doublée de respect de la part de certains leaders politiques qui n'ont pas hésité à porter leur choix sur sa candidature pour les présidentielles 2020-2021. Et puis nous recevons sur ce plateau l'acteur de la société civile Ibrahim Djouri. Il est également membre de Alternative Espace Citoyen. Ibrahim Djouri, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Ibrahim Djouri, nous parlerons de la rencontre d'échange entre les candidats aux élections présidentielles et le monde rural et bien d'autres sujets d'intérêt national. Ibrahim Djouri, le temps de revenir vers vous. Annonçant que le PSD Bassira a lancé officiellement sa campagne hier après-midi. Pour l'occasion, les militantes et militants du parti sont venus en masse. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Sadou Dumi. C'est avec des mots très confiants et un public venu en masse que le PSD Bassira a lancé officiellement sa campagne en ce samedi 5 décembre 2020. Une campagne pour laquelle le Parti Vert et Blanc se veut plein d'ambition. Merci pour cette sortie massive des camarades. Et la campagne qui démarre, c'est une double campagne pour les municipales et pour les législatives. Donc, camarades, l'heure n'est pas au sommeil.
comme vous avez l'habitude de le faire. Nous serons devant les urnes bientôt. Donc il faut que Niamey soit prenable. Comme notre défunt a l'habitude de le dire, il faut qu'on honore sa mémoire. Niamey doit être prenable pour Bassira. Camarades, je vous connais dynamique, fidèle, engagé. Donc notre engagement sortira dans les urnes très bientôt, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Nous prions que toutes les 5 communes de la région de Niamey soient occupées par les militants de Bassira. Au PSD Bassira, nous avons démontré que l'impossible n'est pas PSD. Nous étions un jeune parti politique qui a pu s'imposer sur l'échiquier politique régional à Niamey grâce à la volonté de la coordinatrice régionale. Et c'est pourquoi c'est le lieu de remercier la jeunesse et d'appeler aussi à ces jeunes à continuer et à multiplier les efforts. Parce que nous avons dansé, nous avons crié, nous avons fait le tour de la ville. Mais nous ne pouvons dire que nous avons eu gain de cause que si nous réussissons le jour des élections à sortir massivement, à aller vers les urnes et à remplir les urnes et à faire en sorte que les jeunes candidats que le PSD Bassira a présentés, que les anciens qu'ils ont présentés, que nous puissions les amener à avoir gain de cause et à répondre oui à l'Assemblée et à répondre oui dans les commissions des différentes municipalités de la ville. Et c'est cela le combat et c'est cela la victoire. Nous ne pouvons crier la victoire que si nous réussissons à confirmer nos candidats sur, en tout cas, l'échiquier politique régional au sein de ces communes-là et au sein aussi de l'hémicycle. D'aucuns disent que c'est impossible, mais moi je dirais que c'est possible parce que nous avons une jeunesse dynamique. Et pour le président du présidium du PSD Bassira, l'heure est au remerciement et à la mobilisation des troupes. Nous voilà aujourd'hui au siège régional pour le lancement de la campagne législative et présidentielle premier tour. Donc je demande à chers militants de la communauté urbaine de Niamey, vous êtes sans savoir que les élections, c'est une épreuve très dure. Donc, j'en suis sûr que vous êtes déterminés. On a eu à déposer la liste dans les 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey et dans les listes de villes. Donc, vraiment, je profite de ce jour solennel pour vous souhaiter bonne chance. Je sais qu'on a sélectionné des candidats dignes et qui sont engagés. Donc je vous souhaite bonne chance. Le PSD Bassira se donne les moyens et les ambitions d'être confiant pour ces campagnes qui s'annoncent et entend jouer pleinement sa partition. Quel engagement et propositions en faveur de la réalisation du droit à l'alimentation au Niger, c'est le thème de la rencontre des candidats à l'élection présidentielle avec les leaders des organisations paysannes et la société civile. Ils sont 7 candidats à prendre part à cette activité organisée par Alternative Espace Citoyen à l'hôtel Sahel. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni. 7 des 30 candidats au fauteuil présidentiel se sont présentés face aux représentants du monde rural des 8 régions du pays. Une initiative d'Alternative Espace Citoyen. Nous avons initié cette rencontre entre les leaders des organisations paysannes et de la société civile pour plaider en faveur de la réalisation d'un droit fondamental consacré dans la Constitution du Niger, c'est le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Le pays a fait face à des crises alimentaires multiformes, structurelles, chroniques, n'est-ce pas? Et on a estimé que c'est un pays potentiellement riche de ses espaces agricoles et pastoraux, riche de ses braves valides, donc de sa jeunesse, riche de ses ressources internes. Le problème fondamental que ce pays-là a, c'est un problème d'abord de volonté politique. Aujourd'hui, qu'on renouvelle les dirigeants politiques, c'est la période de la campagne. Chaque année, on fait ce débat. On a estimé qu'il faut avoir une plage pour discuter avec les candidats à l'élection présidentielle 2020-2021 pour leur poser un certain nombre de questions tendant à savoir quelle est la place de ce droit à l'alimentation, donc de l'agriculture et de l'élevage de leurs programmes respectifs. Les candidats ont tour à tour présenté leur programme dans le domaine de l'alimentation. Propos appréciés diversement par l'assistance. Vraiment, j'ai trouvé les engagements très pertinents
surtout qui va dans le sens d'améliorer ou de l'atteinte de la fin zéro au Niger. Donc, si ces engagements se traduisent en pratique, j'ai espéré qu'à partir de 2021-2025, en tout cas, la fin sera une autre page de l'histoire de notre pays. Dans l'ensemble, c'est bon, puisque pour moi, c'est une première où on rassemble les candidats pour donc leur demander qu'est-ce qu'ils ont programmé pour le monde rural, et y compris les éleveurs, les agriculteurs, tout ça là, pour moi, c'est une première. Ces candidats saluent cette initiative d'Alternative Espace Citoyen. Je salue la belle initiative, je pense que ça a donné l'occasion, ce n'est qu'un début. Après les étudiants, comme ça Tchangari donne l'occasion de confronter les programmes. Il faut que les Nigériens aujourd'hui choisissent projet contre projet. Il est fini le temps où on peut embobiner les Nigériens sur d'autres bases et puis venir se faire élire. Je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens sont assez alertes, sont assez prévenus sur ce qui doit être le bonheur de notre peuple. Je pense que c'est l'une des meilleures initiatives parce que il n'y a pas longtemps, j'étais comme beaucoup de candidats d'ailleurs à l'université Abdou Moumouni pour une séance de questions-réponses. Ici, nous nous retrouvons avec le monde rural pour l'essentiel, qui est la partie la plus dynamique de notre société. Elle pèse pour 80% de notre population active et ce qu'elle produit par an, c'est plus de 40% du PIB national. Albade Abouba du MPR Jamhouria, Bazou Mohamed du PNDS Tareya, Jubil Baré de Sawaba, Issoufou Hamadou, indépendant, Intinikar Alassane, PNP Akalkassa et Suleiman Garba sont les 7 candidats à être présents à cette rencontre dont le thème porte sur quel engagement et propositions en faveur de la réalisation du droit à l'alimentation au Niger, initié par Alternative Espace Citoyen. Nous en venons à notre invité, M. Ibrahim Djouriru. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au cours de cette semaine, l'association Alternative Espace Citoyen, dont vous êtes membre, a regroupé des actes de producteurs agricoles venus de toutes les régions. Quel est le but visé à travers cette initiative? Le but visé à travers cette initiative qui consiste à inviter les leaders des organisations paysannes et de la société civile d'un côté, et à établir un espace de dialogue avec les candidats aux élections présidentielles 2020-2021 consiste à placer les préoccupations de ce monde-là, qui constitue la majorité de la société nigérienne, au cœur des préoccupations, au cœur des agendas des différents candidats, qui, parmi eux, on espère bien, et c'est ça la logique, l'un prendra les rênes du pays, mais avant de prendre, il est bon qu'il écoute les préoccupations de la majorité des citoyens et qui pose un problème concret. Donc nous, on a estimé qu'en tant qu'organisation de défense des droits humains, ce n'est pas le moment de dénonciation, c'est le moment de renouvellement de l'équipe dirigeante. Et donc il faut établir un dialogue qui consiste à amener ces candidats à prendre des engagements concrets. Simplement parce que nous avions constaté que le Niger a fait un effort incroyable en matière de ratification des instruments juridiques internationaux qui consacrent les droits à l'alimentation, entre autres. À partir de 2010, il a même versé dans la Constitution ces instruments juridiques internationaux, a réservé des dispositions spécifiques aux droits à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. A inscrit également une disposition qui consiste à dire que l'agriculture et l'élevage constituent les priorités au Niger. C'est dire que quelle que soit la formation politique en question, qui établit un projet de société, lorsqu'elle envisage conquérir le poste de président de la République, est censée intégrer cette question-là. Mais la pratique nous a démontré qu'il y a un paradoxe, que l'effort de l'État du Niger et des hommes politiques nigériens s'arrête à partir de la ratification des instruments juridiques. Les efforts d'ordre domestique interne ne suivent pas. Ça fait que malgré toutes les potentialités que ce pays a, eh bien, on n'a pas de lois qui sont conformes,
aux obligations constitutionnelles, n'est-ce pas? Et lorsqu'on adopte les lois de finances, lorsqu'on définit les projets et programmes de l'État du Niger, il y a un écart ahurissant entre les principes posés par les lois fondamentales et les attitudes des dirigeants. On a estimé que ce serait bien de discuter avec les acteurs pour leur faire part de ces préoccupations, parce que l'État du Niger, avec la Constitution de 2010, devait prendre une loi qui organise les mécanismes de mise en œuvre de ce droit consacré. Aujourd'hui, on vous parle, cette loi-là n'est pas encore adoptée, alors que la Constitution a dit que dès la deuxième année de la première législature, elle doit être adoptée. Cela n'a pas été fait, et quand on voit aussi en termes d'allocation des ressources budgétaires, malgré le fait que l'agriculture et l'élevage constituent les deux mamelles de l'économie, desquelles dépendent plus de 80% de la population, c'est aussi le parent pauvre en réalité de répartition des ressources. Et donc on a estimé que c'est le moment, parce que chaque année on rassemble ces acteurs-là pour en discuter. Mais la spécificité de l'édition 2010, du séminaire annuel que nous organisons, c'est dire qu'il faut une plage de discussion avec les candidats à l'élection présidentielle, parce que c'est le moment de les amener d'abord à écouter les paysans pour savoir les principaux problèmes qui les assaillent. Justement, les candidats ont écouté les paysans, ils ont pris des engagements. Comptez-vous faire respecter ces engagements-là? Justement, c'est une étape. Partager avec eux les préoccupations essentielles des paysans, parce qu'on a organisé pour faire en sorte que chaque région s'organise pour sélectionner des questions à poser. Cela a été fait. On a donné la parole aux candidats qui se sont prononcés, on a enregistré, on a filmé l'intégralité des discussions, parce qu'on n'entend pas s'arrêter là. Maintenant, on attend celui qui viendra. Ça fait 3 jours durant on a commencé le vendredi. 7 étaient présents. 7 candidats étaient présents à la rencontre de l'hôtel Sahel. Le samedi, ceux qui n'ont pas pu aller à l'hôtel Sahel nous ont rejoints au siège d'Alternative Espace Citoyen. Et le dernier a passé aujourd'hui aussi à partager ses préoccupations. Donc quand ils seront élus, c'est évident que la plupart d'entre eux auront des positions de pouvoir à un niveau ou à un autre, au regard de la pratique du Niger. Peut-être certains, l'un président parmi eux ou d'autres, et dans le gouvernement, avec le jeu d'alliance à l'Assemblée, il y en aura une multitude de positionnements politiques qu'ils pourraient avoir, et on viendra par la suite maintenant. On sortira de notre posture aujourd'hui de diplomates de catalyse pour porter la robe des interpellateurs et de rappel des engagements antérieurement pris, pour les pousser autant que faire se peut à mettre un peu plus d'efforts, à se préoccuper des citoyens ordinaires du monde rural pour arrêter les principales difficultés que nous rencontrons. Parce que de par notre analyse, notre sous-région Sahel fait face à, en dehors des problèmes de la faim, de la malnutrition et de la soif, à des conflits violents. Et notre analyse, c'est que ces conflits ne sont pas étrangers à la paupérisation de la situation socio-économique en milieu rural. Ce n'est pas simplement avec les armes à feu, à travers des fusils, des Kalachnikov et d'autres, qu'on va combattre cette insécurité. Selon notre analyse, c'est dans le corps social qu'il faut combattre l'insécurité, en promouvant un peu plus les droits, en garantissant un peu plus de qualité de vie. Lorsque les jeunes trouvent un peu de revenus d'emploi, ils ne seront pas tentés à risquer leur vie au service, juste pour espérer avoir une moto ou quelque chose. Donc qu'on ne se trompe pas des préoccupations. Pour nous, c'est dans les champs, dans les villages et les campements, que l'État doit combattre l'insécurité. Et cela relève tout à fait du possible. Au regard des potentialités que nous avons dans ce pays, il reste simplement à savoir bien gérer les ressources de ce pays-là, à injecter un minimum d'équité, un minimum de justice, un minimum d'honnêteté et d'intégrité. Cela relève du possible. Et donc pour nous, quand on discute avec les dirigeants et qu'on amène le monde rural aussi à suivre, ça élève leur niveau de compréhension. C'est aussi un exercice d'apprentissage démocratique. Avant d'aller être candidaté, si vous passez devant les citoyens pour dire que je prends l'engagement de faire ça, rien que ça justifie que vous êtes en train de chercher à représenter des gens auxquels aussi vous avez des comptes à rendre une fois élus, et qui auront aussi le droit, même lorsque vous exercez, de vous demander des comptes. Parce qu'avant de venir, et même c'est un espace de campagne qu'on leur a offert gratuitement, venir vendre leur projet. Vendre leur projet, expliquer ce qu'ils veulent, et on évalue aussi leur degré de compréhension des problèmes des gens.
jusqu'où il y a des divergences, jusqu'où il y a des conformités. Et en leur posant des questions, on espère que ceux qui n'ont pas intégré ça en avant dans leur programme, c'est l'occasion, après avoir écouté les paysans, de pouvoir faire une place à ces préoccupations exprimées. Parce que ce n'était pas simplement des questions, c'est aussi un certain nombre des attentes qui sont formulées. Et à l'issue de chaque attente, formuler une question précise et poser quel est l'engagement que vous prenez là-dessus. Vous pouvez vous en douter, il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas dit que l'essentiel de vos préoccupations, on est d'accord, on va faire ce qu'on... Donc ça, il y a eu cette part-là, mais c'est juste une première manche. Et on espérait que tous les acteurs citoyens, tous ceux qui ne sont pas dans la sphère de direction, c'est aussi de notre devoir d'interpeller. Parce que lorsque nous, on a initié, on dit qu'il faut changer la nature même des campagnes politiques au Niger. Ça ne doit pas être l'occasion de folklore, de danse, de chants et autres. Mais ça doit être l'occasion de discussion sur les projets des candidats, sur les préoccupations des citoyens. Ce n'est pas de l'amusement chercher à représenter les gens. Et pour le prouver, il faut aller à la rencontre des gens, discuter avec eux. Parce que lorsqu'on on aura le pouvoir, c'est juste le pouvoir de décision qu'on aura. Mais ce qu'il faut prendre comme décision, c'est avec les citoyens qu'il faut faire ça. On a estimé qu'en amorçant cette première initiative, il devait développer les réflexes d'écoute, de création d'espaces d'échange avec les citoyens de tous les secteurs. Ce n'est pas seulement le monde rural, de tous les secteurs. C'est ça, en vérité, la véritable démocratie, la véritable gouvernance démocratique qui garantit la participation, l'inclusion, non pas dans le processus électoral, mais dans le processus de décision également, pour déterminer les voies et moyens qui permettent d'adresser et de résoudre les problèmes auxquels la société fait face. On peut être président de la République, cela ne signifie pas qu'on connaît tout et mieux que quiconque. C'est juste une position de pouvoir qu'on a, parce que la présidence, c'est juste une seule place, ce n'est pas un banc où tout le monde peut venir s'asseoir. Mais quand on occupe cette place unique, c'est de s'ouvrir aux autres aussi. C'est la même chose pour les parlementaires, c'est la même chose pour les membres du gouvernement. Et on espérait que notre exercice aura servi à quelque chose dans le parcours politique de ces acteurs-là, qui ont pu rencontrer les paysans pour les entendre parler dans leur langue, parce qu'on a fait en sorte que le français ne soit pas la langue de parole. Et beaucoup ont témoigné qu'ils avaient des appréhensions avant de venir. Ils ont découvert que les paysans connaissent mieux que eux les véritables problèmes du monde rural. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait légitime. L'erreur qu'on commet, c'est d'organiser des réflexions en français avec le monde rural. C'est la langue qui fait barrière, ce n'est pas la connaissance du problème qui manque. On a estimé qu'il faut mettre de côté cette langue-là et parler de la langue que les gens comprennent. L'ensemble des communications que nous-mêmes on avait préparées, on les a préparés en français juste pour regarder, mais on a délivré le contenu de nos communications dans les langues nationales. Et on s'en sort vraiment satisfait de voir le degré d'engouement, de satisfaction et d'espérance suscité au niveau des citoyens. Et nous dirions que tout le monde se mêle, tout le monde se l'approprie. Il n'y aura pas de qualité de démocratie, il n'y aura pas de qualité de gouvernance tant que les citoyens d'abord ne cherchent pas à comprendre les règles du jeu et aussi à jouer le rôle de sentinelle du respect des lois et des règles du jeu. Tant qu'on laisse les hommes politiques, les dirigeants eux seuls faire ce que bon leur semble, eh bien il n'y aura pas grand-chose de significatif. Mais lorsque les citoyens se mobilisent et se préoccupent autant qu'ils le peuvent de l'affaire de la cité, et bien même les dirigeants les plus malhonnêtes ou les moins honnêtes, selon les cas, seront obligés de faire l'effort de faire un peu plus. Alors, M. Dior, comme nous parlons du monde rural, parlons aussi du budget national qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Est-ce que les ressources allouées au secteur de l'élevage et de l'agriculture est raisonnable? L'analyse qu'on avait faite, c'est que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas conforme. D'abord à l'attente de tous ceux qui ont pris part à ces discussions. Et c'est aussi critiquable par rapport aux lois et règlements de la République. Qui peut comprendre qu'on dise que dans le budget de l'État du Niger, qu'on dise que dans le secteur de l'éducation, qu'on met seulement 12 et quelques % pour l'éducation. D'abord, c'est en deçà de la moitié de l'engagement pris par le président de la République sortant. Celui qui est en train de sortir. Parce qu'il a promis aux Nigériens 25% du budget qu'il devait insérer. À la dernière année de son exercice, il n'a pas mis la moitié. Et on a regardé le parcours depuis 2011 jusqu'à présent.
le niveau top atteint, c'était le niveau de 17% en 2014. Et depuis lors, ça n'a fait que dégringoler. Aujourd'hui, on est au niveau de 12%. Alors qu'en toute logique, le besoin en éducation ne peut que s'accroître au regard du nombre d'enfants qui auront besoin d'être encadrés et du nombre aussi de personnel qui y va, mais on voit les ressources diminuer. Pourtant, le budget général de l'État, lui, augmente. La même chose quand on regarde au niveau de l'agriculture et de l'élevage, on dit que plus de 85% de la population, vous avez vu, un des candidats en a parlé, plus de 85% de la population nigérienne dépend de ces secteurs-là. Eh bien, le budget du ministère de l'agriculture et de l'élevage n'a pas 5% du budget général de l'État. Mais on a aussi constaté des choses pas très souhaitables, de voir les ressources qui sont destinées au secteur de l'agriculture sont dispatchées entre plusieurs institutions et qui sont en dehors du ministère. Par exemple, le ministère, la présidence de la République. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait plus de 60 milliards au palais présidentiel et qu'on dise que ça, c'est des ressources destinées à l'agriculture et à l'élevage? Pourquoi on a créé un ministère spécialement pour ça? Les ressources qui sont destinées à un secteur, le ministère doit être réservé. On a tellement d'institutions. C'est rattaché à la présidence. C'est rattaché à la présidence. Ça, c'est un hiatus. Le principe que cela soit là-bas, c'est quand même un véritable problème. On voit maintenant quelques morceaux aussi d'être dépenses au niveau du cabinet du Premier ministre. Ça fait qu'il n'y a pas de cohérence d'un point de vue institutionnel et cela pose un problème de traçabilité des ressources. N'est-ce pas? Le régime semi-présidentiel que nous avons, le fait que les trois pouvoirs soient divisés, séparés et qu'il y ait un mécanisme de contrôle les uns envers les autres a un sens théorique et un sens pratique certain. Ce qui est, si de plus en plus on constate des ressources au palais présidentiel, ça fait pratiquement plus de 170 milliards le budget de la présidence, alors que le budget du ministère de l'Agriculture a une centaine de milliards. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? L'environnement, on vous dit que là, il y a quelques petits 8 milliards qui sont là-bas et que c'est avec ça qu'on doit faire face à tout ce que nous avons comme problème de changement climatique, de désertification et consorts. Mais le régime qui est à la présidence, cela traduit une certaine présidentialisation de la gestion des ressources. Alors que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le mécanisme de contrôle, quand le Parlement contrôle l'action gouvernementale, mais en fait, l'action gouvernementale, la présidence n'en fait pas partie de ce contrôle-là. Quand on soustrait des ressources pour les amener là, la possibilité même de contrôler la transparence, comment est-ce que cela est géré, pose problème. Et cela a débouché pour nous par une sorte de recommandation pour dire que désormais, non seulement les institutions ministérielles, lorsqu'on les crée dans des domaines précis, il faut que les matières, les projets, programmes et activités relevant de cette matière-là, eh bien, doivent être inscrits au niveau de l'institution ministérielle compétente. Ça, c'est le problème que nous avons. Et on constate le hiatus au Niger, que l'argent qu'on met pour le développement de l'agriculture et de l'élevage ne vaut pas grand-chose par rapport à l'enveloppe humanitaire. Or, en concentrant les efforts autour de l'humanitaire, on ne résoudra pas le problème de fond, le problème structurel. L'inverse serait pertinent. Qu'on mette suffisamment de ressources en amont pour appuyer, booster le développement rural, pour que les gens soient capables de gagner leur vie. Parce que chez un paysan, son champ ou son troupeau constitue son salaire. Et lorsqu'on veut qu'ils vivent dignement, eh bien c'est ça qu'on doit renforcer. Et on a constaté aussi tout ce qu'il y a comme personnel autour des services de développement rural, agriculture et l'élevage. En vérité, c'est presque des mini-chômeurs. On les place dans les communes pour soi-disant accompagner le monde rural, mais ils ne disposent pas des moyens de travail pour pouvoir faire. Une moyenne d'un agent pour 40 villages agricoles à accompagner et qui ne dispose même pas d'une moto. Comment est-ce qu'il va accompagner le monde rural à faire face aux défis de l'heure? Ça fait partie, c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique-là. Parmi l'ensemble des droits humains, on a estimé que pour ce cas-ci, là, il y a le problème à prêter attention là-dessus. On a aussi amené les candidats à se préoccuper des questions de phénomènes d'accaparement des espaces agricoles et pastoraux par des acteurs nouveaux. Là, je vous peux dire qu'on n'était pas du tout satisfait des modes de réponse que les candidats donnent. Ils ont été très réservés, voire mitigés, et cela est inquiétant. Sur ça, il n'y a pas d'engagement ferme. Chacun renvoie qu'on va étudier ça.
En dehors d'un seul qui a été ferme, dont j'étais le nom parce que je ne suis pas là pour lui battre campagne, l'essentiel des autres étaient réservés et n'avaient pas de réponse tout à fait soutenues sur ce point-là. Tout comme très peu avaient aussi des réponses soutenues, affirmées, chiffrables en termes de ressources. Mais des engagements plus ou moins flous pour dire qu'on va faire. Mais il y a des propos concrets que nous avons capturés pour pouvoir aussi leur rappeler dans le cadre du travail de plaidoyer continu que nous faisons et de travail de pression, parce qu'il y a des moments où on dialogue, il y a des moments où aussi on sort de la rue pour crier et rappeler aux gens que vous avez pris des engagements. En dehors des comme on dit, on lit les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. Et nous estimons qu'ils nous ont donné une première corde, c'est leur parole. On leur fait confiance. Quand ils auront la position de pouvoir, ils feront l'effort qu'il faut, autant qu'ils le peuvent, pour pouvoir faire. Mais pour nous, même s'ils n'arrivent pas à faire ce que prendre les engagements qu'ils ont pris, qu'ils soient capables de maintenir le dialogue avec les acteurs pour expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu. Ça, on va aussi les évaluer sur cette dimension-là, le degré de leur bonne foi. Et les acteurs qui ont pris part aussi au séminaire, nous avons des attentes en tant qu'organisateurs. De ne pas simplement venir exprimer des préoccupations, mais aller restituer toutes les analyses qui ont été faites à l'échelle des villages et des communes, autant qu'ils le peuvent, et d'organiser aussi les autres acteurs à se mobiliser. Parce que nous ne se fait pas d'illusions. Les hommes politiques ils sont un peu comme la marmite. Pour pouvoir les amener à préparer des bonnes sauces ou de bons repas, il arrive souvent de leur mettre un peu de feu dessus. Et ils en ont besoin. Et ce feu-là dont on dit, c'est pas la flamme en tant que telle, mais c'est la pression citoyenne pour les pousser à faire davantage mieux, à les pousser à la perfection ou à l'amélioration au moins pour qu'on limite les dégâts qu'on a. Parce que c'est quand même assez dramatique qu'on constate que l'essentiel des ressources du pays soit destiné à prendre en charge une élite qui, elle, ne prend pas en charge les préoccupations des citoyens. Parce que l'essentiel du budget, on voit, c'est les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, mais le monde rural, en fait, ne voit pratiquement rien. Le contact qu'il a avec l'État, c'est un contact répressif. Répressif qui consiste d'abord, il y a la répression financière, la collecte des impôts, il y a la répression aussi même physique à travers toutes les formes de violence. Il y a aussi la répression, la violence des carences des services publics. Les services de santé dysfonctionnent, les services de l'éducation dysfonctionnent. Ça, c'est une violence d'État. Manquer un service minimum pour avoir une vie digne, pourtant c'est avec empressement que nous l'écrivons dans nos textes. On veut bien que nos lois et règlements servent d'instruments de travail pour les hommes politiques, qu'ils soient au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, y compris au niveau de la justice. Parce que là, dans le cadre de ce débat, il y a aussi beaucoup qui ont décrié, ont dénoncé le problème du dysfonctionnement au niveau de l'appareil judiciaire, qui est peu accessible et peu satisfaisant. Jusque-là, il a à faire beaucoup d'efforts pour lui-même réconcilier et améliorer ses rapports avec les citoyens. En tout cas, l'idée générale que je vois, j'ai pu mesurer les rapports troubles, les rapports d'insatisfaction qu'il y a entre les citoyens à la base et ce qu'on appelle institutions publiques censées agir pour la défense pourtant de leur intérêt. Ça veut dire qu'il y a une matière, il y a un champ de travail assez important pour tous les acteurs pour pouvoir améliorer la qualité de notre démocratie. Parce que tant que les citoyens à la base ne se sentent pas protégés par les institutions publiques, n'expriment pas de satisfaction en parlant, lorsque même on les pousse, on dit mais de quoi vous êtes satisfait? En fait, il y a très peu de choses. Mais lorsqu'on dit vos insatisfactions, alors là, les paroles fusent de part en part. Et ça, c'est un véritable problème qui doit tous nous interpeller et que les candidats aussi mettent en valeur la période des campagnes pour discuter des problèmes des gens lorsqu'ils partent au niveau des villages. Justement, M. Ibrahim, nous sommes en pleine campagne électorale. Quel est votre message à l'endroit des différents candidats pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions? Le message que nous avons à passer à l'ensemble des candidats, c'est d'abord respecter les règles du jeu démocratique. La période de campagne, ce n'est pas une période de non-droit. Ce n'est pas une période d'achat de conscience, ce n'est pas une période de vol, de voix, d'instrumentalisation des militants pour créer davantage de problèmes au pays. Ils doivent tenir un discours de vérité aux candidats, respecter eux-mêmes les règles du jeu, parce qu'en achetant des consciences, ils vont tirer encore davantage vers le bas le peu de ce qu'on appelle la démocratie chez nous. En volant des voix dans un contexte d'instabilité et d'insécurité,
il risque d'accroître encore les instabilités. Parce que les frustrations qui vont découler de ça, n'est-ce pas, Dieu seul sait sur où ça va déboucher. Donc on laisse les citoyens choisir librement leurs dirigeants. C'est une période décisive, au moyen de laquelle aussi on peut construire ou détruire notre vivre ensemble ou notre cadre démocratique. Et en tant que dirigeant qui aspire à diriger le pays, le seul fait d'être candidat, le seul fait d'occuper une position d'aspiration à la direction, c'est déjà une position de responsabilité. Et il faut faire preuve beaucoup plus d'intégrité, beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de responsabilité et de sagesse pour l'intérêt de tous, y compris du candidat lui-même. Et pour les citoyens en tant que tels, de veiller à ce que les règles du jeu soient effectivement respectées. De ne pas aussi participer à la diffusion de la corruption ou à toute forme de violation des règles du jeu. Parce que chez les citoyens aussi, ces pratiques sont possibles. Et qu'ils sachent que notre tissu social, notre amitié, notre fraternité avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on vit, c'est plus important que les verbiages partisans. Que ça ne soit pas une occasion de déchirer les tissus social, de briser les amitiés, les fraternités et consorts au nom d'appartenance à un parti quelconque. Les partis, c'est juste l'espace d'expression, d'opinion et de conviction. Ce n'est pas un espace de destruction du tissu social. Si ça ne sert pas à consolider, à renforcer, ça ne doit pas servir à défaire, à détruire. C'est l'appel que nous appelons à tous. L'espace démocratique, nous l'avons tous voulu. Nous voulons que ça se consolide et c'est de la responsabilité de chacun de prendre part à l'édification de notre société et à la construction, à l'affermissement de notre cadre démocratique. C'est de notre responsabilité individuelle et collective. Chacun doit jouer sa partie pour ça. Merci bien, M. Ibrahim Djouri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et membre de l'association alternative Espace Citoyen. M. Ibrahim Djouri, une fois de plus, merci. La suite de cette édition, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé hier une conférence publique à son siège. Cette conférence est basée sur le thème budget ouvert comme outil de participation citoyenne à la gouvernance. Le compte-rendu de Asama Oseidou. Budget ouvert comme outil de participation citoyenne à la gouvernance. C'est le thème retenu pour cette conférence publique initiée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Une rencontre de donner et du recevoir qui rentre dans le cadre des activités du projet Sahel Human Voice in Governance Activity SHIGA. Le budget ouvert aujourd'hui, après toute analyse faite, nous semble être la panacée en termes de participation citoyenne, donc en termes de bonne gouvernance. C'est pourquoi nous avons élaboré un document de plaidoyer en vue d'appeler l'ensemble des acteurs et les populations, et sensibiliser les populations également autour de l'importance de ce budget-là. Il est vrai que le Niger s'est déjà inscrit dans cette perspective, mais un défaut de régularité fait en sorte que quand vous prenez les notations, le Niger s'est retrouvé toujours avec de mauvaises notes. Nous avons dit donc que de notre part, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons jouer notre partition, notamment en organisant des activités de sensibilisation, en vue d'amener l'ensemble des acteurs à internaliser le concept du budget ouvert et à faire de ce concept une réalité. Dans leur exposé, les conférenciers n'ont pas manqué d'édifier l'assistance sur la signification et l'objectif du budget ouvert. Le budget ouvert renvoie d'abord à un ensemble de principes, comme la transparence, l'engagement citoyen et la réactivité des pouvoirs publics. Cela implique la disponibilité de certains documents budgétaires clés qui sont, entre autres, en tout cas pour le cas du Niger, fondamentalement, il s'agit du rapport économique et financier, ce que souvent on appelle le rapport préalable, qui est publié avant l'adoption du projet de loi des finances, généralement au mois de septembre. Le projet de budget de l'exécutif, le budget adopté, le budget citoyen, donc un document simplifié de la loi des finances qui résume les chiffres clés pour permettre aux citoyens de comprendre les intentions du gouvernement.
le rapport en cours d'année, la revue en milieu d'année, les rapports de fin d'année et les rapports d'audit, ainsi que l'exhaustivité de ces documents. Il n'y a que la transparence qui puisse permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de son État et de savoir si, par exemple, le gouvernement a l'intention de prendre en charge ses préoccupations personnelles. Parce que on dit, dites-moi votre budget, je vous dirai la préoccupation de votre gouvernement ou la politique de votre gouvernement vis-à-vis de vous. Donc, cette transparence va permettre aux citoyens d'accéder à l'ensemble des documents budgétaires. Au-delà des documents budgétaires, aussi au rapport. Et chez nous, ces transparences budgétaires se manifestent par l'adoption des budgets programmes. Vous savez que l'IMOA a fait l'exigence à tous les pays membres à partir de 2018 que tous les pays soient dans le budget programme. À l'issue des échanges riches et fructueux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. La question du budget ouvert ne doit pas prendre en compte seulement la question de l'accessibilité, d'efficacité, de transparence et d'efficience. On doit aller au-delà. Parce que le budget, c'est l'outil de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est les politiques et les actions publiques. Tous les acteurs qu'on peut considérer sont intéressés par la question de la budgétisation. Et à ce niveau, nous, ce qui nous intéresse, qui est une meilleure allocation budgétaire, secteur par secteur, et que les préoccupations des citoyens soient prises en compte. Le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est la mentalité même des jeunes de finance. Il suffit d'être dans l'administration pour comprendre que les gens de finances ont pris le Niger en otage. C'est comme la fonction publique à ce qui concerne l'emploi. Les gens de finances pensent que c'est eux qui fabriquent l'argent et qui donnent aux gens. Ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Ils ont un complexe. Ils ne sont pas là pour le peuple nigérien. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas changer. Le budget même, je vois ici les phases. Mais c'est théorique, c'est bidon, c'est aberrant. Ce n'est pas ça. C'est le ministère des Finances qui fait le budget. Les autres ministères, là, ils ne les écoutent même pas. Et vous allez voir quand le budget est voté. Dans 6 mois, il faut une rectification. Le ministère a haché beaucoup de machins, il a mis ailleurs. Ce n'est pas un budget ici. C'est un outil pour enrichir les gens. Pour rappel, cette conférence publique est financée par le projet Sahel Human Voice in Governance Activity en vue de renforcer la démocratie participative en mettant le citoyen au cours des préoccupations. Le CG Gawai de l'arrondissement communal à Niamey 5 a servi de cadre au lancement des activités de l'ONG Émergence Plus. C'était hier à travers une journée d'information et de mobilisation pour la lutte contre la consommation de la drogue. Le compte rendu de Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. En mode féroce. Je ne peux pas bouger. C'est par ce sketch sur le danger que constitue la drogue de la troupe Tous Ensemble pour un Niger sans drogue du CEG Gawai qu'est lancée la journée d'information et de mobilisation pour la lutte contre la consommation de la drogue et des substances stupéfiantes. Une journée qui marque le lancement des activités de l'ONG Émergence Plus. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'informer, de sensibiliser et de mobiliser les participants à cette cérémonie sur les problèmes ou dangers liés à la consommation et au trafic de la drogue. Le phénomène de la drogue tel qu'il apparaît de nos jours dessine un avenir sombre pour les années, voire le siècle à venir. En effet, le phénomène vient augmenter les maux auxquels est confrontée l'humanité, déjà menacée par des maladies comme le sida, le cancer, la Covid-19 et les problèmes liés au développement économique. À cet égard, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, doit chercher des solutions urgentes aux problèmes posés par le trafic illicite et l'abus des drogues, plus particulièrement dans la communauté urbaine de Niamey. Nous attribuons la prolifération des produits psychotropes ou stupéfiants à leur disponibilité et à leur accessibilité.
Prenant la parole, le représentant du délégué spécial du 5e arrondissement n'a pas manqué de saluer cette action noble en faveur de la jeunesse, cible principale de cette activité. Ce sont les jeunes qui constituent le groupe le plus touché, surtout de sexe masculin. Et les femmes qu'on y trouve ne sont que l'expression de l'ampleur que prend le phénomène dans la communauté urbaine de Niamey. Aussi, l'un des meilleurs moyens dont dispose cette commune pour lutter contre ces fléaux est d'éduquer le public, en particulier les jeunes, et de les faire comprendre et se conscientiser de tous les dangers qu'ils encourent. Il ne s'agit ni de rejeter les consommateurs et trafiquants, ni de les maintenir perpétuellement en détention, car aucune de ces méthodes n'est efficace et ne répond à la bonne marche de la société et à sa cohésion. Seule une action conjuguée des responsables politiques, premiers pionniers concernés, des enseignants et des partenaires sociaux dans le sens d'une sensibilisation de la population permet à défaut d'éradiquer le trafic et l'abus des drogues au Niger. Cette lutte contre la consommation de la drogue nécessite un certain nombre de moyens à mettre en œuvre et nous demandons par ailleurs, surtout les partenaires techniques et financiers, de prêter plus d'attention et d'être plus regardants aux requêtes et financements qui leur seront soumis. Pour rappel, l'ONG Émergence Plus a pour mission de contribuer à assurer la protection contre la vente et la consommation des stupéfiants et à asseoir un cadre de vie décent au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, ici pour enfin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.